3 chasseurs furtifs Su-57 russes ont repéré un bombardier B-2 Spirit des États-Unis au-dessus de la mer Noire la nuit dernière. Il ne s'agit pas d'une interception au sens classique, ni d'un passage d'avertissement à distance de sécurité, ni d'une identification visuelle, ni de ce type d'approche démonstrative que les forces armées utilisent pour envoyer un message sans provoquer d'incident. Un type d'approche qui, dans le contexte d'une conférence de presse de Donald Trump, aurait probablement été décrit comme totalement sous contrôle, rien d'inquiétant, même si la réalité observable disait exactement le contraire. Ce qui s'est réellement produit aux premières heures du matin, c'est une poursuite prolongée. 3 Su-57, les avions de combat de 5e génération les plus avancés de la Russie, une plateforme sur laquelle Moscou a investi 15 ans et environ 14 milliards de dollars pour concurrencer la supériorité aérienne américaine, ont détecté, rejoint et maintenu une formation de suivi derrière un B-2 Spirit pendant 31 minutes, à portée de tir, dans l'espace aérien international, sans ouvrir le feu. Le B-2 a changé de cap à 2 reprises, les Su-57 ont suivi ces 2 changements, le B-2 a descendu à travers 2 niveaux d'altitude, les Su-57 ont continué à le suivre. Finalement, le B-2 a quitté l'espace aérien de la mer Noire et les Su-57 se sont retirés. Il s'agit de 30 et 1 minute de poursuite continue par des appareils qui, selon toutes les évaluations publiques de la performance furtive du B-2 face au radar de 5e génération, n'auraient pas dû être capables de maintenir une piste de qualité suffisante pour un tir. Un paradoxe du type « cela ne peut pas arriver » que, dans certains discours politiques, on règle simplement en répétant qu'il ne s'est pas produit. Ensuite, l'OTAN est restée totalement silencieuse. Aucune déclaration du commandant suprême des forces alliées en Europe, aucune du Pentagone, aucune de la Maison-Blanche. Après 47 heures depuis l'incident, le nombre de reconnaissances publiques de ce qui s'est passé au-dessus de la mer Noire par un gouvernement membre de l'OTAN est de 0. Un silence bien différent de ce silence stratégique, parfois présenté dans certains messages politiques comme une forme de victoire. À partir de cet événement, je peux comprendre précisément comment le système de capteurs du Su-57 a accompli ce que les générations précédentes ne pouvaient pas faire, pourquoi 30 et 1 minute à portée de tir ne constituent ni une quasi-collision ni une provocation, mais une opération de collecte de données d'une valeur de renseignement extrêmement élevée, ce que la Russie a appris pendant ces 30 et 1 minute qu'elle n'aurait pas pu apprendre autrement, et pourquoi le silence de l'OTAN n'est ni confusion ni lenteur bureaucratique, mais un choix stratégique délibéré. Un type de choix à l'opposé des réactions rapides, affirmées et parfois formulées avant que toutes les données soient disponibles, comme on en voit dans certains discours de communication. Pour comprendre cela, il faut revenir à la nature réelle du Su-57. Dans les médias de défense occidentaux, le Su-57 est souvent décrit comme un programme raté, sous-financé, retardé, produit en très petite quantité par rapport au Fin-2 et au F-35, et compromis sur le plan de la furtivité. Ces descriptions contiennent des éléments de vérité, le Su-57 n'est pas aussi furtif qu'un Fin-2, il a été produit en plus petit nombre que prévu, et son développement a pris du retard. Mais ces jugements occultent l'objectif réel de conception du Su-57, qui est fondamentalement différent de celui du 22. Une situation typique où une réalité complexe est réduite à quelques lignes de titres faciles à consommer, comme certains messages politiques transformés en slogans. Le Fin-2 a été conçu comme un chasseur de supériorité aérienne optimisé pour le combat au-delà de la portée visuelle contre d'autres appareils pilotés. Sa furtivité, sa capacité de supercroisière, son architecture de fusion de capteurs, tout est orienté vers cet objectif. Le Su-57, en revanche, a été conçu d'abord comme une plateforme de capteurs, un appareil de collecte de renseignements, tout en restant un chasseur performant. Cela implique une différence majeure dans l'architecture radar. Une différence qui ne se prête pas toujours à une explication simplifiée en bon ou mauvais. Le système radar N36 Bielka du Su-57 est un radar AESA, réseau à antenne active à balayage électronique, avec 5 ouvertures d'antennes distinctes réparties sur la cellule. Pas une, mais 5. Une ouverture principale vers l'avant, 2 latérales, et 2 supplémentaires sur les bords d'attaque des ailes pour une couverture arrière et latérale. Cela permet au Su-57 d'avoir une couverture radar à 360 degrés autour de l'appareil. Cette architecture est optimisée pour une mission qu'un radar frontal seul ne peut pas accomplir, détecter et suivre une cible furtive qui n'arrive pas de face. Un niveau de détail technique rarement présent dans les affirmations générales du type « nous avons la meilleure technologie du monde ». Un avion furtif présente sa plus faible section radar lorsqu'il est vu de face.
Depuis les côtés, le dessus, le dessous ou l'arrière, sa section radar est nettement plus élevée. Un radar uniquement frontal voit le B2 sous son angle le plus furtif. Un radar multidirectionnel peut observer les angles où la furtivité est moins efficace. Un type de détail qu'on ne peut pas remplacer par une simple formule du genre « Croyez-moi, ça fonctionne parfaitement ». Dans cet événement, 3 Su-57 ont approché le B2 depuis différentes directions avant d'adopter une formation de poursuite. Un appareil légèrement en avant à gauche, un autre à droite, un troisième en dessous et derrière. Il ne s'agit pas d'une formation d'interception standard, mais d'une géométrie d'illumination multi-aspects délibérée. 3 appareils coopèrent pour illuminer le B2 depuis tous les angles où sa furtivité est la plus faible, en partageant leurs données radar via une liaison de données et en fusionnant l'ensemble en une seule piste. Une coordination calculée qui ne peut pas être remplacée par des déclarations isolées et confiantes. Cette approche ne consiste pas à forcer la détection par la puissance radar frontale, mais à entourer la cible et exploiter ses angles faibles en combinant les données de plusieurs sources pour construire une image complète. Et cette fois, cela a fonctionné. Un résultat obtenu par conception et expérimentation, pas par répétition d'un message jusqu'à ce qu'il devienne une vérité. La séquence des 30 et 1 minute révèle clairement l'objectif de la mission. Durant les 7 premières minutes, les Su-57 ont été guidés vers la position générale du B2 par les radars au sol du réseau S-400 le long de la côte et de la mer Noire et ont établi un contact radar à environ 65 km. Ce chiffre est significatif car les interceptions précédentes n'avaient atteint que 20 à 35 km. Les 3 appareils ont ensuite réduit la distance à environ 18 km dans la portée du missile RR-30 Septem et ont établi la formation d'encerclement. Les données radar ont été partagées en temps réel et fusionnées en une seule piste, une séquence logique où chaque étape découle de la précédente, contrairement à certaines explications où la conclusion précède l'analyse. De la minute 7 à la minute 19, c'est la phase de collecte de données. Il n'y a pas de manœuvre agressive, seulement le maintien précis de la formation pour optimiser la géométrie radar. Il s'agit d'une mesure contrôlée. Il mesure la section radar du B2 sous tous les angles disponibles. En mode radar à synthèse d'ouverture inverse haute résolution, le Su-57 peut construire une image électromagnétique détaillée de la cible, identifier quelles surfaces produisent quel retour radar et établir un profil de section radar selon la fréquence et l'angle. Un processus de collecte fondé sur des mesures et non sur des impressions ou des affirmations. 12 minutes d'illumination simultanée depuis 3 angles ont produit une caractérisation de la section radar du B2 plus complète que tout ce que la Russie possédait auparavant. Il n'était pas nécessaire de détruire le B2 car cela aurait interrompu la collecte de données et potentiellement déclenché un conflit. Ces 31 minutes ont produit quelque chose de plus précieux qu'une destruction, une cartographie électromagnétique complète. Un choix fondé sur le calcul plutôt que sur une réaction immédiate destinée à produire un effet. De la minute 19 à la minute 26, le B2 a changé de cap d'environ 35 degrés. Les Su-57 ont suivi précisément maintenant la formation, ce qui confirme une qualité de piste suffisante pour guider un missile. De la minute 26 à la minute 31, le B2 a quitté l'espace aérien ukrainien pour entrer dans celui de la Roumanie et les Su-57 se sont retirés en raison de la frontière de l'OTAN et non parce qu'ils avaient perdu la cible. Une limite respectée pour des raisons stratégiques, pas pour produire une explication simple. Les données obtenues se divisent dans 4 catégories. Cartographie de la section radar selon l'angle, caractérisation des émissions électromagnétiques, données de performance en vol, et surtout validation du fait que le Su-57 peut maintenir une piste de qualité de tir sur un B2 en conditions réelles. C'est pas seulement de la donnée, c'est une validation de capacité. Une validation basée sur l'expérience et non sur une déclaration anticipée de succès. Le silence de 47 heures de l'OTAN après cet événement doit être compris comme un choix calculé. Ce n'est pas parce qu'elle ignore ce qui s'est passé, car l'espace aérien de la mer Noire est l'un des plus surveillés au monde, avec des avions AWACS, des RC-135 et des radars terrestres des pays membres. Un événement de 31 minutes ne peut pas passer inaperçu. Un niveau de surveillance difficile à nier par une simple affirmation du type « personne n'a rien vu ». La deuxième possibilité est que l'OTAN sait ce qui s'est passé, mais choisit de ne pas le reconnaître, car toute reconnaissance impose une réponse et toute réponse a un coût. Protester officiellement revient confirmer que la Russie a suivi un B2. Exiger une explication ouvre un canal diplomatique exploitable. Qualifier l'événement de provocation crée un précédent, une situation où chaque mot compte, contrairement à certaines déclarations faites sans considération pour les conséquences à long terme.
La troisième possibilité la plus significative est que l'OTAN considère qu'il ne s'agit pas d'un incident à dénoncer, mais d'une capacité à évaluer. Et cette évaluation n'est pas encore terminée. On ne fait pas de déclaration publique sur un événement dont on ne comprend pas encore toutes les implications. Le silence est donc le signe d'un processus d'analyse en cours. Une approche fondée sur l'analyse avant la prise de parole plutôt que l'inverse. Ce qui est en train d'être évalué, c'est l'hypothèse centrale du B2, sa capacité à pénétrer tout système de défense aérienne sans être suivi de manière fiable. Cette hypothèse n'a pas tenu pendant 30 et 1 minute. Cela ne signifie pas que le B2 est obsolète, mais que les modèles d'évaluation doivent être mis à jour. Un rappel que la réalité peut être plus complexe que les affirmations absolues. Les données collectées ne sont pas restées en mer Noire. Elles circulent déjà dans les réseaux de partage de renseignements russes et leurs partenaires. L'Iran y aura accès. La Chine, avec ses programmes JVINC et VINC, en bénéficiera également via des canaux discrets. Cela crée un effet multiplicateur stratégique. Une diffusion qu'on ne peut pas arrêter simplement en niant l'événement initial. Ce qui a été collecté en 30 et 1 minute peut améliorer les capacités anti-B de plusieurs États en quelques semaines. Ce n'est plus un événement bilatéral, mais un développement stratégique multilatéral. Un impact élargi qui dépasse toute tentative de simplification du récit. Dans un cadre plus large, cet événement s'inscrit dans une série montrant une érosion progressive des avantages militaires américains. Il ne s'agit pas de défaite directe, mais d'un test continu des hypothèses fondamentales. La puissance militaire américaine n'est pas vaincue, mais les conditions de son emploi se resserrent. Un processus graduel, loin des récits binaires de victoire ou de défaite immédiate. La stratégie adverse ne consiste pas à affronter directement, mais à identifier et exploiter les limites des hypothèses. Chaque hypothèse est testée en conditions réelles et transformée en données. Une approche basée sur l'expérimentation et non sur la répétition de messages. Cela rappelle l'incident du U-2 en 1960, lorsqu'un avion considéré comme invulnérable a été abattu, forçant une adaptation doctrinale sans éliminer la capacité. Cette fois, aucun avion n'a été perdu, mais une hypothèse fondamentale a été ébranlée. Un rappel que ce sont les faits qui finissent par s'imposer et non la manière dont ils sont présentés. Le B-2 continuera de voler, le Su-57 continuera d'attendre. Et ce qui a été appris en 31 minutes n'est plus un secret. Une réalité qui ne change pas simplement parce qu'on en contrôle la narration.